D'abord, deux, trois remarques avant d'essayer de prudemment donner quelques pistes sur des choses qu'on pourrait reconstruire. La première remarque, pour souligner la pertinence de ce que tu disais il y a un instant, c'est-à-dire que nous sortons quand même de combien d'années? Plus de 30 ans de multiplication de dispositifs qu'on a empilés les uns au-dessus des autres pour les demandeurs d'emploi, dont, reconnaissons-le, une bonne part avait surtout pour objectif d'éponger un peu les statistiques du chômage. Il faut sortir de là. Et on va en sortir parce que le choc démographique aidant, si la croissance redémarre un petit peu, etc., à ce moment-là, je pense que les besoins en main-d'œuvre vont faire en sorte qu'on sorte un peu de ces dispositifs parking pour peut-être essayer de construire de vrais parcours qualifiants pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent réintégrer l'entreprise et dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut nous débarrasser de vieilles habitudes, quoi. C'est malheureusement très, très long parfois. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que pour essayer de trouver une réponse au fond à cette question qui est lancinante aussi dans le système, j'ai insisté tout à l'heure sur la dualité pour la formation des salariés, mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre césure qui est la césure, ce qui se passe pour les demandeurs d'emploi d'un côté, ce qui se passe pour les salariés d'entreprise de l'autre. Ce sont deux régimes différents. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on ait des droits qui soient ouverts quel que soit le statut, ce qui est un peu un rêve ou un fantasme. C'est très exactement comme ça que Alain Supiot, le juriste, avait été amené à mettre en avant la notion de droit de tirage social qu'on gardait quel que soit son statut, qu'on soit salarié, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on ait été inactif à un moment, etc. Ça me paraît probablement très, très difficile à construire, mais commençons déjà, avant de vouloir construire des choses extrêmement compliquées, à regarder ce que nous pouvons faire. Quand je travaillais auprès de Nicole Perry, elle avait décidé de lancer un certain nombre d'expérimentations. Et elle souhaitait que ces expérimentations aient lieu notamment dans un cadre territorial ou régional. Certaines régions se sont emparées de ça et ont proposé de monter des choses. J'en ai une en tête, tout à fait présente à ma mémoire. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les acteurs du secteur du tourisme et de la restauration se sont dit, mais tiens, après tout, on a, nous, la chance d'avoir les montagnes en hiver, et puis donc les sports d'hiver, et l'été, les plages. Bon. Mais entre les saisons, il y a souvent des creux. Et nous nous plaignons, enfin en tout cas les employeurs se plaignent du déficit de qualification de la main-d'œuvre, d'un manque de compétences. Si on construisait des parcours en disant entre deux emplois, une formation et au bout une qualification. C'est presque cette expression-là qu'avait utilisée la vice-présidente en charge de la formation professionnelle dans la région. On a mis 25 personnes autour de la table, les différents financeurs, la NPE, les gens qui représentaient évidemment la profession ou les professions, il y avait aussi le tourisme familial, etc. Et tout le monde a dit, il est excellente, l'idée est vraiment excellente, on va faire ça. Jamais rien ne s'est fait. Jamais rien ne s'est fait. Parce qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, quand il y avait un pilote, on ne savait pas où il allait, parce qu'il fallait régler toute une série de problèmes de cuisine en back-office, mais que personne ne connaissait suffisamment toutes les arcanes des uns et des autres. Bref, il fallait être dans une logique projet par rapport à des institutions qui chacune faisait d'abord prévaloir où était la frontière à ne pas dépasser. Si tu mets ton pied là, à ce moment-là, je donne des coups de règle. Bon. Quand on a affaire à des comportements comme cela, on peut toujours rêver d'un grand soir, là aussi. On ferait table rase de toutes les institutions, on en inventerait une nouvelle, mais on va retrouver les mêmes comportements. Donc je voudrais insister là-dessus parce qu'il n'y a pas de solution miracle en la matière. Il y a peut-être d'abord à regarder quels sont les comportements des différentes institutions pour petit à petit progresser. D'ailleurs, au fond, on vient de nous en rappeler un exemple. Philippe Charvron dit les partenaires sociaux font déjà des choses pour les demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que je me souviens d'une des dernières réformes du régime d'indemnisation chômage où la question a été posée. Est-ce que les fonds d'assurance chômage peuvent ou non servir à la formation des demandeurs d'emploi? Et la réponse que, de manière tâtonnante, les différents acteurs avaient trouvée était de dire bien sûr, mais dans la logique du régime d'assurance, c'est-à-dire pour favoriser un retour rapide à l'emploi. Si un demandeur d'emploi est confronté à un problème de véritable reconversion, si c'est quelqu'un qui n'a aucune qualification et qui sera probablement durablement exclu du marché du travail s'il ne rentre pas dans une formation longue, ça ne relève pas de la logique du régime d'assurance. C'était une ligne de partage qui en valait une autre, mais à mon sens pas inintéressante. Il n'a pas signalé, mais moi je trouve que c'est tout à fait intéressant aussi, que les partenaires sociaux ont dit que le contrat de professionnalisation désormais pouvait être ouvert aux adultes. Ce qui veut dire concrètement que quand une entreprise a un besoin, qu'un demandeur d'emploi cherche un boulot, qui n'a pas tout à fait les compétences et les savoir-faire qui sont nécessaires pour occuper le job en question, on peut le prendre en contrat de professionnalisation adulte. Que je sache, le financement s'effectue sur les fonds des partenaires sociaux. Donc des mixages entre les différentes sources de financement, il y en a qui sont possibles.
sans même changer quoi que ce soit aux institutions, on pourrait sans doute aller beaucoup plus loin. Alors ne nous privons pas, donnons peut-être le petit coup de pouce, c'est-à-dire, entre autres choses, revalorisons ces lieux de régulation entre les partenaires sociaux que sont les COPIR. Vous l'avez signalé tous les deux tout à l'heure, ça me semble effectivement très important. Que votre travail de concertation et de dialogue ne se fasse simplement sous le boisseau, mais que désormais vous donniez plus de visibilité à vos projets, à vos intentions, etc. Faisons en sorte effectivement, quand on construit des choses comme le PRDF, on ne soit pas simplement en train de sortir des encensoirs ou de se dire qu'on s'aime beaucoup et qu'on s'aimera toute la vie pour le lendemain, chacun reprenne ses billes, etc. Donc je pense que ce qui est en train de se discuter, ce qui s'est discuté déjà dans le cadre du Conseil d'orientation pour l'emploi et ce qui se discute, je crois encore, dans le groupe multipartite, va probablement dans le bon sens. Alors certains vont parler de conférences de financeurs, d'autres vont parler d'un fonds, etc. Toutes ces mécaniques-là, elles vont se régler petit à petit parce que je pense que personne ne se laisse enlever fondamentalement ses prérogatives et chacun aura sans doute le souci d'aller vers un jeu plus coopératif pour trouver des réponses plus intelligentes, soit au niveau territorial, soit au niveau des branches. Il n'en demeure pas moins que dans ce débat-là, je crois qu'il y a à la fois des choses qui pourraient apparaître comme d'agréables surprises, et probablement des choses qui vont rester dans les zones d'ombre. Alors je m'excuse, mais là je vais peut-être aussi heurter certaines susceptibilités. Pas sur le premier point, les heureuses surprises, au fond il me semble qu'il va y en avoir deux, vraisemblablement. La première, c'est que sur cette question de l'orientation et de la guidance, il y a une prise de conscience collective au niveau des partenaires sociaux, au niveau des collectivités territoriales, en particulier des conseils régionaux, au niveau de l'État, qui a là quelque chose qui est absolument essentiel. Si on dépensait un tout petit peu moins pour la formation professionnelle, allez, 10% de moins, et que ces 10%, on les mettait vraiment sur des dispositifs d'accueil, d'orientation, de guidance efficaces. Je crois que collectivement, le système se porterait beaucoup mieux. Nous aurions une efficacité collective beaucoup plus forte. Alors ça se fait déjà un peu ici ou là, il y a aussi des guichets, il y a le bilan de compétences, mais on s'est aperçu par exemple à l'occasion du développement de la validation des acquis de l'expérience, que souvent venaient vers la VAE des gens qui étaient en panne de projet, qui disaient je vais toujours valider ce que je sais faire puis je verrai après, et une bonne pratique d'accompagnement en VAE a fait rebondir ces personnes, leur a fait redécouvrir le désir d'apprendre, et du coup ça a enclenché derrière une demande de stage bien précise, etc. Et ça a remis les pieds à l'étrier à des gens qu'on pensait plus ou moins en perdition sur le marché du travail. Donc il y a là un énorme chantier, et au lieu de dire on va rajouter des guichets, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur un territoire pour offrir vraiment des lieux ouverts aussi bien à un salarié actuellement en emploi, mais qui n'a pas forcément envie de dialoguer uniquement avec son N+1, qui peut à un moment donné avoir envie de discuter avec quelqu'un qui connaît d'autres secteurs professionnels. Mais ouvert aussi à un demandeur d'emploi, ouvert à un jeune qui est en cours de réorientation après un passage dans l'enseignement supérieur, etc. Ça, je crois que on s'achemine probablement vers le fait que des initiatives originales pourraient être prises dans la foulée des discussions qui ont lieu actuellement. La deuxième bonne surprise, je pense, c'est que cette prise de conscience qu'on a besoin de certification pour jalonner les parcours, elle est maintenant assez répandue et vraisemblablement ça pourrait donner lieu là aussi à de bonnes initiatives. Alors je ne suis pas un fanat du tout certification. Je pense qu'effectivement, il y a des problèmes de qualité de l'offre, vous l'avez dit, qui se résoudront autrement qu'en mettant du diplôme et du titre absolument partout. Mais en même temps, plus nous serons dans des univers professionnels complexes, plus les parcours sont des parcours individualisés, plus il sera nécessaire à un moment donné qu'un individu puisse dire, voilà, ça m'a été attesté, ses compétences, ses aptitudes et ses connaissances, un organisme indépendant, un jury, au regard d'un référentiel qui est connu de tous et lisible par tous, on me les a attestés. Et ça, quelque part, je pense que ça permet à la fois de fluidifier le marché, si on veut, mais en même temps aussi de montrer à chacun les degrés d'exigence pour occuper les emplois qui seront les emplois de demain. Donc il me semble que là, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est pas ça dont on parlera dans le point la semaine prochaine, ou dans 15 jours, dans 3 semaines, quand on aura chacun notre feuille de route, là, mais quelque part, il pourrait y avoir